13h08 sur LN24, l'heure de l'invité culturel. Bonjour Sylvestre Sbille. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien, merci. Vous venez avec un tout premier roman, J'écris Voilà. ton nom. Alors on vous connaissait journaliste, on vous connaissait réalisateur, on vous connaissait lauréat même d'un Magritte aussi, romancier pas encore, et vous vous attaquez à un morceau de l'histoire très conséquent, pour un premier défi c'était quand même pas mal, vous vous attaquez au 20e convoi Malines Auschwitz. Alors première chose, pourquoi ce sujet ? Je sais pas, je pense que c'est une histoire qui est revenue plusieurs fois dans ma vie. On me racontait des morceaux de cette histoire quand j'étais petit. Plusieurs fois, quand je suis revenu vers les personnages qui avaient attaqué ce train, je me demandais pourquoi c'était une histoire qui n'était pas connue du grand public en Belgique. C'est connu évidemment... Des historiens qui ont beaucoup écrit à ce propos. Pas assez à mon goût, il me semble. Il y a encore plein de zones d'ombre, mais c'est vrai qu'on commence à en savoir plus. Et donc voilà, j'ai senti que c'était quelque chose qui allait entrer en résonance chez moi et que j'allais trouver dans les gens qui étaient à la fois dans les gens qui étaient dans le convoi, mais aussi dans les gens qui ont arrêté le convoi et dans toute cette ambiance de résistance et d'occupation de Bruxelles, quelque chose qui allait m'inspirer et où j'allais pouvoir travailler longuement. Alors 3 éléments, là vous parlez de Bruxelles, on l'évoquera tout à l'heure évidemment, ça se passe à Bruxelles, on retrouve le Sablon, l'avenue Louise, l'hôpital Edith Cavell, on trouve toute une série de rues, la rue des Minimes également, donc c'est très agréable de se balader en fait dans cet ouvrage quand on est bruxellois ou même quand on est belge. Autre chose, c'est le contexte, alors vous en parliez, 3 personnes qui décident d'arrêter un convoi qui est censé arriver jusqu'à Auschwitz. Finalement, c'est un fait réel, 130 personnes environ ont été sauvées grâce à cet arrêt de convoi. Mais vous avez décidé de non pas l'expliquer par le point de vue d'un des héros de cette histoire, qui est Youra en l'occurrence, mais par le point de vue de 4 ou 5 personnes, puisqu'il y a des duos aussi. Donc nous, quand on se lance dans cet ouvrage, on ne sait pas exactement qui est qui, on ne sait pas exactement qui aura quel rôle, et il y a quand même une douceur en fait dans les personnages, malgré justement qu'ils vivent des épisodes très 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 compliqué, mais quand je dis douceur, je pense notamment à Youra, qui est cette personne un peu désinvolte, très charismatique manifestement, et qui se prend vraiment au jeu de la résistance, mais un peu sur le tard, via presque cet épisode d'arrêt du convoi. C'était lui, Youra, ou vous vous êtes donné quand même une liberté pour réinventer le personnage? Je pense que quand on écrit un roman, il faut se donner la liberté de réinventer le personnage pour justement s'en approcher. Je pense que si on reste... En plus, Youra, on n'a pas énormément d'informations sur lui parce que sa mère a brûlé tous les documents après-guerre, en tout cas, les a fait disparaître pour pas que son fils devienne un martyr ou un héros, ou peut-être pour elle faire son deuil, parce que c'est pas une histoire qui finit très bien pour lui. Mais donc, c'est vrai que c'est une histoire chorale. Je réponds à plusieurs de vos questions, parce que c'est vrai que vous avez très bien lu, apparemment, et vous avez plein de commentaires intéressants à faire. Donc, Youra, donc personnage, c'est vrai, totalement incroyable, parce que jeune médecin, juif, intellectuel, donc interdit d'exercer en 1943, les lois juives sont devenues très dures à Bruxelles, donc il peut plus exercer. Et c'est vrai que c'est plutôt son grand frère, Shura Lifshitz, qui était lui déjà un partisan armé, qui était entré dans la vie clandestine et dans l'action. Et lui reprochait d'ailleurs ça, Youra reprochait presque ça à son frère. En fait, il disait à son frère, je pense, en tout cas dans mon histoire, il lui disait, toi tu as commencé, donc moi je suis censé être celui qui reste en dehors, qui reste officiel, qui tient compagnie, si on peut dire, en tout cas qui reste présent au niveau de leur mère. Mais évidemment, à un moment, Youra va décider de passer lui aussi à l'action, et donc ça va complètement changer l'équilibre de la famille, et ça va aussi changer son destin. Un autre élément intéressant que vous soulevez, c'est que c'est un roman choral, comme je disais, donc je me suis aussi mis, si on peut dire, à la place des gens qui sont dans certains des wagons. Il y avait 1631 personnes dans ce train. Comme vous dites, il y en a plus de 200 qui ont réussi et qui ont sauté avant la frontière allemande. Parce que quand je disais 130, c'est les personnes qui ont survécu à l'issue de la guerre. Mais c'est vrai qu'il y en avait 230 qui ont sauté du Il y en a qui se sont fait reprendre. Il y en a 153 précisément qui ont survécu à la guerre. Il y en a donc sur les 230, un certain nombre qui se sont fait reprendre parce qu'il y a encore plusieurs années de guerre après cet événement. Un autre élément intéressant que vous souleviez, c'est que on est malgré tout, même si 43 c'est une année où les choses se sont durcies très fort, même déjà 42, enfin même déjà depuis le début de la guerre, mais ça va de mal en pis.
il reste dans cette jeunesse bruxelloise, comme dans d'autres coins d'Europe. Je pense que c'est un devoir qui s'était donné, rester de bonne humeur, si on peut dire, en tout cas résister par le fait d'écouter de la musique interdite, de continuer à se voir malgré le couvre-feu, de vouloir refaire le monde. Courtiser aussi. Courtiser, exactement, vivre une vie de jeune normale et peut-être justement aller au-devant d'un certain nombre de dangers. C'est un peu ce qu'explique Saint-Exupéry dans certains de ses romans. À un moment, il faut, pour refuser l'occupation allemande et le diktat que le régime totalitaire nazi essaie voilà, il faut continuer, voilà, il faut aller de l'avant. Et donc, Jura et ses amis font exactement ça. Alors, il y a un élément que vous évoquiez que je trouve très intéressant et que j'avais justement noté ici. C'est l'avant, entre guillemets, guerre pour la Belgique. Donc, 1941, la Belgique est déjà sous occupation, mais on n'est pas encore véritablement dans les rafles juives. Et donc, je vais me permettre de vous lire. C'est un moment où Jura, l'un des personnages principaux, évoque justement ce doux temps de 1941. Il dit « La belle époque. En ce temps-là, on se plaignait de la guerre et de tout ce qu'elle était en train de nous voler, mais elle n'avait encore rien pris d'autre que la première couche, le vernis. Pour dire le vrai, elle leur avait apporté beaucoup plus qu'elle ne leur avait pris, l'excitation, les grands mots, les postures, l'impression d'être vivant, tellement plus vivant que pendant ces années 30 où on se cherchait des héros. » Et ça, je trouve que c'était vraiment... c'est rare, en fait, de revenir sur cette espèce d'entre-deux, entre le début de la guerre et la fin. Il y a quand même cet entre-deux, 1941, où on voit les soldats, mais les soldats rient toujours, comme le dit Jura, les femmes courtisent toujours, les hommes courtisent aussi toujours les femmes. Cet entre-deux, pour vous, c'était important de l'aborder, pourquoi ? Mais en fait, surtout ce qu'il y a, c'est que je voulais faire un contraste avec ce qui se passe après en 42 et en 43, surtout pour les Juifs de Bruxelles. C'est-à-dire qu'en 41, c'est déjà pas du tout terrible. Mais comme je disais, eux, ils sont jeunes, ils veulent absolument garder le moral, etc. Donc, une fois qu'ils sont en 43, ils regardent 41 avec une certaine nostalgie. Je pense que c'était quand même déjà assez compliqué pour un certain nombre de gens ici à Bruxelles. Mais ça a créé des héros. Oui, en même temps, ça crée des héros. En même temps, c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe sur le front de l'Est, on va dire que dans la politique nazie, l'occupation de la France et de la Belgique était, on va dire, plus douce, si on peut dire ça comme ça, était moins dure, en tout cas, qu'en Pologne ou que dans d'autres pays. Ils avaient prévu de nous inclure, on va dire, dans le Reich de façon un peu plus soft, mais bien que, voilà, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Mais non, c'est vrai que l'esprit dans lequel ils sont reste un esprit de jeunes universitaires, philosophes, et qui essayent de réfléchir à comment ne pas baisser les bras. Vous parliez d'une époque peut-être moins dure en Belgique par rapport à d'autres pays, et pourtant il y a des personnages qui sont vraiment... je ne vais pas dire le terme que j'ai en tête, mais voilà, qui inspirent la colère, l'injustice, l'incompréhension. Il y a ce Kurt en question qui a vraiment des pensées, mais tout à fait ignobles sur les Juifs, sur l'être humain. Comment on se met dans la peau de ce personnage pour laisser comme ça libre cours à tant de méchanceté ? C'est difficile de se mettre dans la peau d'un personnage comme celui-là. Donc Kurt Asche, qui était responsable de la question juive à Bruxelles dans ces années-là, j'avais espéré que ce soit un nazi comme on en voit dans certains films ou dans certains livres, c'est-à-dire plutôt le prototype de l'Allemand qui aime les lettres et qui est dans l'esprit duquel on peut encore essayer de trouver des failles qui pourraient expliquer un certain nombre de choses. Chez Kurt Asche, on trouve que de l'alcoolisme, de la destruction, un petit esprit de quelqu'un qui veut régner. Et donc, il faut, pour l'écrivain, il faut faire l'effort de rentrer dans son esprit, dans son esprit à lui. Il faut éviter la caricature et essayer de comprendre ce qui peut le motiver. En même temps, c'est extrêmement... intéressant pour un écrivain parce qu'on en revient toujours à cette question du nazisme. Le bien et le mal n'ont jamais été questionnés aussi fortement depuis que, je pense, l'homme existe. Et donc, le fait d'être dans l'esprit du mal absolu et de la bêtise en même temps, parce que c'est vraiment un être abject, comme vous le disiez, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre comment fonctionne un État totalitaire. L'autre jour, on me parlait d'un autre moment où on parle d'Hitler et des gens qui faisaient sa petite courria autour de lui, Goebbels, Göring, Himmler. Et c'est clair que quand on regarde comment tout ça fonctionne, ça permet de lire plus clairement un certain nombre de mouvements totalitaires, de dictatures qui sont en train
de se mettre en place, que ce soit aux États-Unis ou au Brésil ou plus proche de nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi vraiment à comprendre les tenants et les aboutissants d'un régime comme celui-là et comment il a réussi à rester au pouvoir, à accéder au pouvoir et sur quelle bassesse humaine que nous avons tous en nous il s'est construit, ça permet de lire plus facilement toute l'actualité quand elle dérive, comme elle dérive parfois. Et vous parlez de chenil d'ailleurs. Enfin vous, non, mais l'un de vos personnages. Enfin on ne sait pas vraiment si c'est le personnage ou pas puisque c'est un narrateur omniscient. Mais c'est vrai qu'à un moment donné vous dites un tel est le chien d'un tel, qui est le chien d'un tel, qui est un chien, qui est le chien d'un tel. On est finalement dans un chenil. Et ce chenil, c'est vrai que Yura essaye de le comprendre parce que lui, on sent qu'il a sa réflexion va toujours très loin. Depuis le début, vous campez vraiment le portrait de quelqu'un d'intellectuel qui se questionne beaucoup sur le monde qui l'entoure, qui se questionne sur la justice. Et alors, lui, il va se poser cette question. À quel moment de l'histoire une civilisation a dû détruire une autre civilisation pour exister elle-même ? Oui, ben ça c'est l'éternelle question sur les motivations de l'Allemagne nazie à détruire le peuple juif qui était mélangé à son propre peuple allemand sur son territoire et partout en Europe. Et c'est clair que ce sont des questions que Yura se pose profondément puisque lui est juif, il vient de l'autre côté de l'Europe, de Bessarabie, donc près de la Roumanie. Il constate tout ce qui se passe, c'est quelqu'un de très instruit, qui parle le russe par naissance, qui parle l'allemand et qui donc a accès à un certain nombre de médias de l'époque et qui essaye grâce à ça, de comprendre, de s'approcher un peu de la psychologie et de l'idéologie nazie qui est très complexe parce qu'elle part un peu dans tous les sens et qui est en même temps très simple puisqu'elle est basée uniquement sur cette théorie raciale. Et donc voilà, lui essaie de comprendre ça. Et c'est vrai que plus on s'approche de cette idée du nazisme, plus on s'en éloigne également, parce que ça donne une sorte de vertige permanent, puisqu'il y a eu la Shoah et tant d'autres choses. Et donc voilà, Yura se trouve à cet endroit-là de sa réflexion. Je vous donnerai pas tous les détails de cette réflexion justement parce que c'est sa façon à lui de voir les choses, mais c'est vrai qu'il rentre dans tout ça et qu'il essaie de comprendre pourquoi et comment, on va dire le complexe, parce que c'est ça qu'il explique, c'est ça qu'il constate, c'est que tous les leaders nazis font l'objet d'un complexe presque freudien qui font en sorte qu'ils sont arrivés à ce degré de pouvoir pour justement, comme Kurt Asch, mais à un plus petit niveau, donc Hitler, Himmler, Goebbels, tous les autres sont à un autre niveau, mais toujours avec cet esprit de destruction qui est au centre de tout et d'affirmation de soi-même d'une manière pathologique et proche de la psychose. Et donc voilà, lui nage autour de tout ça pour essayer de comprendre la nasse dans laquelle il est lui-même et toute l'Europe. Vous parlez de destruction et de contrôle de pouvoir. Dans le chef de Kurt en question, on sent vraiment cette addiction à la jouissance. Alors il y a la jouissance sexuelle parce qu'effectivement il s'adonne à toute une série de comportements, mais il y a surtout la jouissance d'imposer son pouvoir. Et ça, il en parle de façon vraiment, mais presque sexuelle. Justement, il dit qu'il pénètre l'esprit des jeunes filles qui viennent demander qu'il épargne finalement leur mari ou leur conjoint. Et ça, c'est très fort pour le lecteur que nous sommes. Vraiment, on est un peu pris en... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on se sent trop proche de ce personnage. On a envie de s'en éloigner. Est-ce que c'était fait exprès d'avoir justement ces 4 histoires qui nous permettent d'avoir 4 visions qui parfois se contrastent avec une violence extrême ? Ben le dégoût qu'on a quand on est dans l'esprit de Kurt Asch, évidemment, il est nécessaire, il est voulu. Après, on a le contraire du dégoût quand on est avec les jeunes et que eux vont aller arrêter ce train avec 3 vélos sur un coup de tête, une lampe tempête et deux pinces Monseigneur. Et on est aussi avec les gens qui sont dans un désespoir total dans les wagons, voir comment ils vont se motiver pour sauter, parce que c'est pas évident non plus, puisque les gens étaient, pour la première fois, le 20e convoi, on est dans des wagons à bestiaux, et surtout le génie, si on peut appeler ça, le génie du mal nazi fait toujours en sorte que les prisonniers se surveillent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils nomment des chefs et on leur dit s'il manque une personne par wagon, vous êtes tous fusillés. Donc il y a chaque fois des sortes de rixes pour savoir est-ce qu'on va oser sauter quand ça se présente. Et non, pour revenir sur Kurt Asch, oui, le dégoût, je pense que ça faisait partie du cahier des charges, en tout cas que je m'étais fixé, c'était de vraiment obliger les gens, m'obliger moi-même au moment d'écrire, de vraiment rentrer dans ce sadisme, parce que ça fait vraiment partie, je pense, de l'essence et du carburant qu'ils utilisaient, c'est-à-dire
le plaisir à un moment de régner et celui de détruire et celui oui, voilà, de se sentir indéboulonnable. Je pense que ça fait partie de toutes les dictatures de créer ça chez les gens qui vont la servir. Oui. Alors on parle de cette figure assez exécrable qu'est Kurt. Heureusement, il n'est pas la seule de cet ouvrage. Il y a notamment Yura. Finalement, tous les autres sont un peu des héros à leur façon. Donc il y a vraiment presque cette apologie du héros. Et pourtant, les héros belges, et ça je lisais à ce propos en préparant cette émission, on se rend compte qu'ils sont très peu mis à l'honneur, mis en exergue, on parle moins d'eux. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ces trois noms, Yura? Pourquoi moi j'ai connu Yura en lisant votre livre? Donc les trois noms, on va les citer. Ne dites pas parce que je suis un culte. Non. Yura Lifshitz, donc Jean-Franck Lemont, Robert Mestrio, donc ce sont les trois qui ont attaqué ce convoi. Ils étaient amis d'enfance. Je pense que s'ils étaient français ou britanniques, il y aurait des rues, des écoles et des statues. Et je pense que la Belgique n'est pas un pays dominant et que en tant que tel, on a toujours cultivé le côté bonne franquette, enfin que tout le monde connaît à Bruxelles ou en Belgique, et que donc un même peu de la façon dont ils ont procédé avec leur vélo et leur lampe torche. Exactement. Je pense que ça fait également partie du charme de la Belgique et même de l'efficacité de la Belgique, c'est-à-dire de faire les choses en négatif plutôt qu'en positif, ce qui fait que bon, aujourd'hui, ils sont pas très connus, mais c'est les actes qui comptent. Je pense qu'il y avait une démarche existentialiste dans leur attitude. Donc qu'on n'ait pas retenu leur nom, c'est pas ça le plus grave. Ça va peut-être changer au fur et à mesure du temps qui passe et la Belgique va peut-être assumer ses héros. Je reviens sur quelque chose, je pense que ça fait partie de l'esprit belge et de l'esprit bruxellois d'avoir accompli discrètement un certain nombre de choses, et c'est ça que j'essaie de faire aussi, c'est-à-dire que on faisait ce qu'on appelait à l'époque le sport national, c'était de résister à l'occupant, mais sans esbrouf et un peu en stummelings, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire que les gens sans arrêt cachaient d'autres personnes, etc., mais sans s'en vanter. Il y a deux records, si on peut appeler ça comme ça, qui sont importants à citer par rapport à la Belgique. Le premier, c'est que c'est l'endroit où on a réussi, où il y a le plus de juifs qui ont réussi à survivre à la guerre par eux-mêmes et aussi en étant cachés par la population. Donc je pense que si mes souvenirs sont bons, il y a environ 55% des juifs belges qui réussissent à passer entre les mailles du filet. Dans des pays comme la France ou la Hollande qui sont juste à côté, on est malheureusement beaucoup plus haut. Un autre record, si on peut dire national, c'est le nombre d'enfants cachés en Belgique. Il y avait beaucoup de juifs à Anvers et à Bruxelles. Le sud du pays était moins occupé, donc quelqu'un comme André Gueulen a réussi, avec toute sa troupe et son réseau, ils ont réussi à faire sortir 4500 enfants. Et donc ça, il y a la Geulen's List, comme il y a eu la Schindler's List. Quand vous arrivez à Yad Vashem en Israël, vous voyez qu'elle est vraiment très connue là-bas, plus qu'ici. Donc voilà, il y a des héros belges, elle est encore avec nous, et donc il y a des héros belges qui sont malheureusement pas encore totalement aussi connus qu'il ne faudrait, comme vous le disiez. Vous parliez des enfants cachés. Justement, l'un des couples protagonistes de cet ouvrage a caché son enfant. Il a dû s'en séparer pour justement espérer un avenir meilleur pour cette fille. Oui. Ça, c'est une histoire vraie ou c'est justement ça compose avec le reste pour apporter des éléments qui sont la réalité? Ces enfants cachés, c'était une réalité. C'est une histoire vraie, donc Abella Goldsteinas, pour la citer. Donc oui, tout à fait. Tout est vrai dans cette histoire. Parce que cette histoire aussi, c'est un patchwork. Ils viennent de Lituanie, ils arrivent en Belgique après être passés par les États-Unis, l'Allemagne. Arrivés en Belgique, les premiers pogroms, ils repartent aux États-Unis. Là, finalement, ils n'y trouvent pas leur compte, ils reviennent. Arrivés en Belgique, ils doivent se replanquer, ils se cachent dans un grenier, ils donnent leur fille. Enfin, c'est des vies qu'on oublie, à votre avis. Nous, on a l'impression que c'est vraiment propre aux autres pays que la Belgique. On a l'impression, en fait, si vous voulez, quand je parle avec des gens du 20e convoi, de cette histoire qu'on a arrêté un train qui partait vers les camps. Vous dites en Belgique? Oui, voilà. Et même les gens qui connaissent cette histoire, qui en ont entendu parler il y a quelques années, chaque fois ils se disent, mais c'est vrai cette histoire, ou ils ont juste essayé d'arrêter ce train? Ah, mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de survivants, ou bien c'est juste une légende? Et en fait, il faut chaque fois revenir et se persuader du fait que c'est vrai. Donc cette histoire-là, Inda et Mendelis Goldsteinas, c'est une histoire vraie. Je suis avec eux, enfin je me place avec eux dans le train, et c'est clair que la motivation à sauter n'est pas la même quand vous avez une petite fille qui est cachée quelque part en Belgique, vous savez pas exactement où, vous espérez qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit avec des gens bien, et c'est clair qu'au moment où vous entendez la porte qui s'ouvre, vous vous demandez si vous êtes en train de rêver, et quand les autres personnes disent non, ne saute pas, on va tous mourir en arrivant, il faut y croire, c'est un camp de travail comme un autre, eh bien vous avez la motivation de sauter dans le noir et dans l'inconnu absolu.
Ah oui, là, vous pointez un élément très important qui est la nature de ces camps. En fait, on ne savait pas ce qui se passait dans ces camps et ça, c'est aussi une question. Non, mais là, les protagonistes dont vous dressez le portrait, à ce moment-là, ils disent bon, mais peut-être qu'en fait, je vais vraiment pouvoir travailler, peut-être que la vie va reprendre. Enfin, on sent que c'est un peu le flou. Ça, c'est très intéressant dans cet ouvrage aussi, de replonger, ne serait-ce que dans ces wagons et d'essayer d'imaginer quelle était la vie dans ces wagons. Dernière chose, Bruxelles, dans cet ouvrage. Quelle image vous dressez de Bruxelles ? Donc, quand on est avec Yura et ses amis, c'est clairement une Bruxelles très vivante, Bruxelles bruxellaise, si on peut dire, même si c'est pas tout à fait dans les mêmes années que dans la chanson de Brel. Mais c'est clair que c'est très frappant quand on l'écrit et quand on fait les recherches de voir qu'il y a, comme vous disiez au début de notre entretien, l'avenue Louise, c'est là qu'il y avait le siège de la Gestapo, mais enfin, plein d'autres rues, des endroits où on se cache, des endroits où on se retrouve pour faire la fête, ou en tout cas pour discuter, essayer de résister. Et c'est clair qu'il y a tout un portrait de Bruxelles également qui s'est dessiné dans cette histoire. On se sent en sécurité dans cette Bruxelles, parce qu'on sent que c'est une ville que tout le monde a envie d'atteindre, comme si c'était une ville hors de portée. Mais je pense que les gens sentaient que c'était, comme je disais, grâce au sport national, un endroit où la population était extrêmement bienveillante et où tout le monde essayait de faire fi, si on peut dire, ou en tout cas de gérer l'occupation nazie le mieux possible, et avec une sorte de détachement et de force pour réduire au maximum l'impact de cette occupation, dans cette résistance passive mais active à sa manière. Et on termine avec une citation. « Les pieds font tourner les pédales, les pavés font vibrer les vélos à l'unisson. On dirait 3 étudiants qui cherchent un lieu de fête. » Et c'est presque ça. L'opération tient sur 3 types à vélo, une lampe tempête achetée la veille et 3 pinces coupantes, plus le revolver prêté par Richard. Yura et ses 2 amis s'apprêtent à réaliser l'impossible, arrêter un convoi, le 20e convoi Malines-Auschwitz. C'est une histoire vraie, histoire dressée, réécrite presque par Sylvestre Sbille pour ce premier roman. Félicitations. Merci. On vous souhaite peut-être un 2e roman sur une autre histoire, un autre épisode de l'histoire belge. Merci à vous, Sylvestre Sbille. Merci à vous vous. étiez l'invité de ce 13h. Merci également à vous de nous suivre sur LN24. Tout de suite, un petit coup d'œil à la météo.